Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Julie, ce matin, le supplément magazine d'Europe 1 matin va faire parler les morts. Les morts célèbres. Zola, Trotsky, Henri IV, leur disparition a été entourée de mystères. L'histoire dit-elle la vérité? Les causes de ces décès sont-elles authentiques? Une seule manière de le savoir, enquêter. Avec quoi? Avec des comparaisons génétiques, la recherche de traces d'empoisonnement, la relecture de procès-verbaux d'autopsie. À l'aide de techniques modernes, notre invité a disséqué les plus grandes célébrités dans un livre, Les secrets des grands crimes de l'histoire. C'est édité par la librairie Vuibert. Bonjour Philippe Charlier. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, vous êtes également médecin légiste. Et ce matin sur Europe 1, on va déterrer les morts. Alors oui, ce sont un peu des morts vivants, comme dans le clip de Michael Jackson, Thriller bien sûr, ces morts vivants, ces morts que vous faites revivre dans ce livre, Les secrets des grands crimes de l'histoire. Ces morts célèbres sont surtout des personnalités historiques, mais c'est hallucinant de réussir à enquêter sur des faits qui se sont déroulés il y a plusieurs siècles. Donc c'est plus un travail d'historien que de scientifique. Non, c'est vraiment un travail des deux en fait, à la fois la médecine légale, l'anthropologie et puis l'histoire. Vous avez bien pointé le fait que ce sont des personnes importantes de l'histoire du monde ou de France. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir leur dossier médical, d'avoir leur procès-verbal d'autopsie, d'embaumement, d'exhumation parfois quand il s'agit de roi de France. Il y a le dossier médical d'Henri IV. On a des données historiques tout à fait sur l'état pathologique d'Henri IV, sur ses nombreuses pertes dentaires, sur ses troubles de vue, sur sa sénilité qui commence à s'installer, même la couleur de ses cheveux qui change au fur et à mesure du temps. Oui, on sait quasiment tout de lui et on en sait encore plus quand on a la chance d'avoir ses restes et en l'occurrence sa tête embaumée qui a été authentifiée il y a quelques mois. Vous avez eu la chance, en tout cas vous avez travaillé sur cette... Comment on peut dire, sur cet objet? Sur cette authentification, une tête, en plus c'est même pas un crâne, c'est une tête embaumée pour le coup. Donc tête d'Henri IV existe. Et la tête d'Henri IV existe, oui, elle est pas très loin d'ici, dans un coffre de banque, en attendant d'être réenterrée ensuite à la basilique Saint-Denis. Attendez, je comprends pas, dans un coffre de banque? Bah oui, c'est un bien patrimonial extrêmement important. Ça appartient à qui? Ça n'appartient à personne, c'est en dépôt pour la présidence de la République française, en attendant que ça soit ensuite réinhumé. C'est un chef d'État, donc voilà, il faut organiser une cérémonie particulière. Donc vous avez pu travailler sur ces restes, sur cette tête embaumée. Qu'est-ce que ça vous a appris sur la mort d'Henri IV, qui est un truc qu'on apprend à l'école primaire quasiment? Sur la mort d'Henri IV, pas énormément de choses. On savait déjà tout, assassiné par Ravaillac, etc. Mais sur son état de santé, en revanche, on en sait beaucoup plus. Il ne lui restait que 5 dents quand il est mort. Il avait des lésions latérales, donc vous savez, des calcifications dans les artères qui se bouchent au fur et à mesure du temps. Il avait une cataracte au niveau de l'œil gauche. Il avait une déviation de la cloison nasale, donc il devait un petit peu ronfler quand il dormait. Non, pardon, on rigole, mais c'est vrai que c'est... L'image du ver galant, un mythe s'écroule. Hein. Enfin, le ver galant, vous savez, avec 5 dents restantes, on comprend pourquoi il avait une haleine d'ail. Pardon. Mais ceci dit, enfin, vous voyez, je m'y attendais pas celle-là. Sincèrement, on rentre dans l'intimité des gens, mais on les considère toujours comme des patients avec un énorme respect. Là, c'est. Alors pourquoi ce travail? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Ça apporte d'une part à l'histoire parce qu'on comble des trous et on essaie d'avoir le maximum d'informations au service des historiens. Et maintenant, pour la médecine légale, et bien simplement, dans mon travail, au lieu de tester des méthodes d'identification sur des cobayes ou sur des corps donnés à la science, je trouve ça plus amusant et tout aussi intéressant et solide de tester ces méthodes-là sur des corps archéologiques, des maîtresses de rois de France, Agnès Sorel, Diane de Poitiers, des fausses reliques, comme les fausses reliques de Jeanne d'Arc qui sont à Chinon, qui étaient des restes de momies égyptiennes, ou alors sur la tête d'Henri IV, qui pour le coup a été authentifiée. Ce travail de médecine légale, ça existait déjà à l'époque d'Henri IV, par exemple, pour revenir à lui? Oui, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis quasiment... Depuis l'origine, depuis toujours. À chaque fois que quelqu'un meurt, il y a au moins un examen externe de son cadavre. Donc c'est attesté au moins pour l'Antiquité grecque et romaine. Mais on ne faisait pas stricto sensu des autopsies. On sondait les plaies pour voir quel organe était touché en profondeur, mais on n'ouvrait pas le corps. L'ouverture du corps, telle qu'elle se pratique maintenant, c'est la façon d'Ambroise Paré, par exemple. Donc on est au XVIe siècle. C'est lui qui invente la médecine légale moderne. C'est lui qui établit les bases modernes de la médecine légale, qui établit même les modèles de certificats qu'on utilise toujours maintenant pour les coups et blessures. Ça c'est important et c'est ce qu'on comprend dans votre bouquin, c'est qu'au fond, ça
n'a pas tellement changé. Non. L'examen, en tout cas, évidemment, les techniques ont changé, mais la base de l'examen est la même depuis plusieurs siècles. Hein. Le corps que je vais Depuis Ambroise Paré. Le corps que je vais ouvrir dans une demi-heure, je vais l'ouvrir exactement de la même façon qu'Ambroise Paré travaillait il y a plusieurs siècles. Maman, La j'ai technique peur. ne change pas. Non, c'est passionnant, je vous assure. C'est Le incroyable. corps On y que je vais revient. ouvrir dans une demi-heure, Oui. ça fait quand même Peut-être un petit à- frisson. Mais peut-être avant, on ne sait jamais. Tout peut arriver dans ce studio. Bah, c'est ça, oui. Philippe Charlier est avec nous, Les secrets des grands crimes de l'histoire. La librairie Vuibert publie ce bouquin. On y revient dans quelques instants. À tout de suite. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Le générique des experts, la célèbre série diffusée par TF1 actuellement en France. Alors là, c'est un peu les experts, mais de l'histoire, hein, d'une certaine façon. Avec vous, Philippe Charlier, je rappelle que vous êtes médecin légiste et auteur de ce livre, Les secrets des grands crimes de l'histoire. Alors, on a choisi, il y a une histoire que j'avais envie de vous faire raconter quand même, c'est l'histoire de Trotsky. Alors là ça se passe en 1940, l'assassinat de Trotsky évidemment c'est un événement considérable, mais les circonstances de cet assassinat sont quand même assez étonnantes. D'abord il est tué avec un pic à glace. D'abord, je vous rassure, on n'est pas allé déterrer Trotsky pour aller voir l'ensemble des informations. On avait la chance d'avoir son dossier médical qui était conservé à Mexico, dans l'hôpital où il a été soigné. Donc tout se passe au Mexique dans les années 40. Il est dans une résidence qui est pas mal surveillée parce que des espions et des envoyés de Staline essaient de le tuer, essaient de l'assassiner. Et à un certain moment, eh bien, il y a un homme qui s'appelle Ramon Mercader, mais il a un nom d'emprunt qui est d'inspiration française, et il noue relation avec la secrétaire de Trotsky pour se rapprocher de sa cible. Un matin, il fait relativement chaud dans Mexico, et pourtant il arrive avec un énorme par-dessus, beaucoup de couches. Les gens se disent, bon, il doit avoir froid aujourd'hui. En fait, il cache une arme sur lui qui est un immense pic à glace. Bon, on connaît les pics à glace dans d'autres circonstances, mais là, c'est une circonstance meurtrière en l'occurrence. Il s'approche de Trotsky, il rentre dans son bureau, on ferme la porte, et quelques secondes plus tard, on entend des cris déchirants. Trotsky a été touché à la tête, au crâne, et le pic à glace est rentré de 8 cm à l'intérieur du crâne. Imaginez les lésions cérébrales qu'il peut y avoir. Trotsky est en train d'agoniser déjà et de convulser par terre. Ramon Mercader est vite pris, il essaie de s'enfuir, mais il est vite ceinturé. Et là, c'est vraiment la course contre la montre pour essayer de sauver Trotsky. Les meilleurs médecins locaux sont convoqués à Mexico, on envoie une ambulance en catastrophe, et pendant 12-14 heures à peu près, Trotsky va mourir lentement à petit feu. Le seul problème, c'est qu'en examinant avec un regard moderne les soins qui ont été faits à Trotsky, on se rend compte que les soins sont complètement inadaptés. Alors, il ne faut pas non plus mettre nos connaissances reportées dans les années 40. Ça veut dire qu'on n'a pas essayé de le sauver ? Il a vraiment... Je pense que dans l'affolement, ils n'ont pas fait le maximum. Ils ont essayé d'être plus ou moins précautionneux, mais franchement, c'était un petit peu limite. Ils ont même voulu envoyer un médecin américain qui était à Princeton en avion privé pour essayer de le sauver, mais finalement, Trotsky est mort avant, donc c'était peine perdue. Ils ont fait une toute petite trépanation de 5 par 5 cm. Il fallait faire quelque chose de beaucoup plus grand. On appelle ça une hémicraniectomie. Bref, retirer la moitié du crâne, éventuellement, ça aurait pu le sauver. Peut-être la face du monde en eût été changée. C'est un des secrets révélés donc dans ce livre de Philippe Charlier. Merci infiniment d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que c'est édité par la librairie Vuibert. Bonne journée à vous. Un petit détail que vous nous disiez hors antenne. Ça se passe à la morgue quand on travaille pour la police ou dans les hôpitaux quand on travaille pour la justice ? Oui, un GARCH, c'est la PHP, et donc moi je suis hospitalo-universitaire et je ne suis pas donc dans le privé au service de la police qui est de la RAP. Voilà. C'est un des métiers quand même les plus fascinants qui existent, médecin Médecin légiste. légiste, ouais, Qu'est-ce qu'il y a, Laurent Ruquier ? Non, il s'inquiète derrière la vitre toujours. Vous qui, merci beaucoup encore, Merci. Philippe Charlier.